My lucky number is 13. Bonjour et bienvenue dans 13, le podcast en français consacré à Taylor Swift. Mettez votre chapeau de cow-boy, sortez vos bracelets et suivez-nous dans l'incroyable univers de Taylor. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 13, le podcast sur Taylor Swift en français. Je suis Natacha et pour m'accompagner aujourd'hui, la fantastique Honorine. Bonjour à tous, bonjour Natacha. Je suis désolée par avance, on n'est pas dans les conditions habituelles d'enregistrement, donc j'espère que le son ne sera pas trop mauvais. Mais aujourd'hui, on rentre dans un mois spécial, vous l'avez deviné, on est sur l'anniversaire de la sortie de TTPD, donc The Tortured Poets Department. On avait envie de vous faire vivre quelque chose d'un peu spécial. Donc on va vous emmener avec nous chez les Dingos pour vous exposer les théories les plus folles et faire des liens avec les différentes chansons de Taylor. Ouais, pour revenir sur l'album de Tortured Poets Department, vous vous en souvenez sans doute, il a été annoncé au Grammy 2024. C'était donc un album surprise, on s'attendait un peu à ce qu'elle fasse une annonce, mais on attendait plutôt une annonce de Reputation, comme quoi le clowning ne date pas d'hier. Finalement, elle a annoncé lors de cette cérémonie un album, qui était même un double album, et qui était prévu donc pour le 19 avril 2024. Entre les deux gros pans de la tournée de l'Eras Tour. Donc on savait que l'année allait être chargée. Elle a dit à ce moment-là que c'était un secret qu'elle gardait depuis 2 ans, donc vous allez voir que c'est pas anodin de nous avoir dit ça, parce que ça va nous ramener bien des années en arrière. Pendant son speech des Grammy, pour lequel elle a gagné en fait le meilleur album vocal pour Midnight, c'est là qu'elle a fait l'annonce. C'était du jamais vu. Je crois même que c'était pas trop autorisé qu'elle fasse ça, qu'elle fasse cette annonce aux Grammy, mais bon, c'était leur Swift, on lui pardonne. Et donc juste après l'annonce, elle est à Melbourne en février 2024 pendant sa tournée, et elle en parle en disant vraiment que c'était un besoin pour elle d'écrire cet album, que c'était viscéral. Voilà, ça lui a fait beaucoup de bien. Donc on s'attend tous à ce moment-là à un album qui va nous foutre par terre, clairement. Donc, je pense qu'on s'attend tous à un truc très triste. On s'attend énormément à un album de rupture à ce moment-là, avec du coup une esthétique très dark academia, un peu minimaliste, tu vois. Je le vois un peu comme ça, moi, cet album. Et pour te donner quelques chiffres avant qu'on démarre dans les tréfonds de TTPD, ce qui est marrant, c'est que cet album, il a eu le record du plus grand nombre de streams sur Spotify en une seule journée, avec 313 millions le premier jour, ça ne s'invente pas. Mais ce qui est rigolo, c'est que donc, elle est en tête tout en haut du podium des albums qui ont eu le plus de streams en une seule journée. Il faut savoir que la 2e et la 3e place sur ce podium, c'est aussi Taylor Swift, puisque c'est Midnight et 1989 Taylor's Version. Bien sûr, l'album, il a eu plein de certifications, etc. Mais on reviendra là-dessus. On reviendra même peut-être sur les easter eggs qui nous ont menés à sa sortie, et dont pas mal étaient en fait des fausses pistes de Reputation pour nous faire croire que c'était ça qui allait sortir, alors que non. Toujours est-il que lorsque Taylor elle a annoncé Tortured Poets Department, on s'attendait vraiment à ce que ce soit un album de rupture avec Joe Alwyn, la personne avec qui elle était depuis 6 ans à ce moment-là. Et nous, ce qu'on a choisi de faire aujourd'hui, c'est de vous montrer, une fois n'est pas coutume, que non seulement la muse qu'on pensait être la principale de cet album n'était pas celle qu'on pensait, et surtout, ce qu'on a eu envie de faire aujourd'hui, c'était de vous montrer tous les liens qu'il y a entre The Tortured Poets Department et la discographie de Taylor Swift. En fait, ce qu'on veut vous montrer, c'est que finalement, les précédents albums de Taylor Swift ne pouvaient pas aboutir à autre chose qu'à cet album. Donc, il y a eu de nombreux fans qui ont été très, très choqués que pratiquement tout l'album détaille la relation de Taylor avec Matty Healy. Donc, c'était une romance en fait qu'ils ont eue en pointillé depuis presque 10 ans. On va essayer de donner les grandes lignes sans tomber dans le voyeurisme. Mais en fait, pour l'étude qu'on va faire aujourd'hui, c'est important d'avoir quelques éléments en tête pour vous montrer qu'en fait, cette relation-là, elle était là depuis très longtemps et elle est dans toutes ses chansons à Taylor. Les premières interactions publiques entre Taylor et Matty ont eu lieu en 2014 lors d'un concert du groupe The 1975, donc 1975, avec Taylor qui était allé au concert à Los Angeles avec Selena. Et ils se sont rencontrés dans les coulisses, ils ont échangé leurs numéros. Et alors que le groupe commençait à jouer une chanson qui s'appelle Robbers, Matty a dit sur scène « This song goes out to Taylor Swift », donc celle-ci elle est pour Taylor Swift. Quelques semaines plus tard, il a fait un concert où il portait un t-shirt du merch de Taylor de l'album 1989, et Taylor a fait de la même chose en portant un t-shirt du groupe quelques semaines. Taylor assiste à un deuxième concert du groupe un peu plus tard à New York avec Carly Klum, et puis pas plus d'infos. En 2015, ils sont photographiés ensemble à la cérémonie des NME. Ils font la fête ensemble avec Ellie Goulding, donc, qui était une copine de Taylor. Et c'est après cette soirée-là que commence la relation de Taylor avec Calvin Harris, qui était également présent à la soirée.
Il faut savoir que Taylor et Matty, ils ont plein d'amis en commun avec des proches collaborateurs, notamment Phoebe Bridgers, avec qui Taylor a déjà collaboré, et puis bien sûr, on ne le présente plus, Jack Antonoff. À plusieurs reprises, il y a longtemps eu des rumeurs sur la vie privée de Taylor que lui a nié avec plus ou moins de tact. Il y a une petite période où en 2016, ils auraient été tous les deux célibataires, mais il est possible qu'une histoire ait lieu à ce moment-là, cachée des yeux de tous. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Matty Healy, parce que moi-même, en tout cas avant que Tortured Poets Department ne sorte, vraiment j'avais pas la moindre idée de qui était ce gars. Je vivais dans un déni le plus total. Et en fait, c'est marrant parce que pourtant, The 1975, donc le groupe dont il est le chanteur, c'est un groupe britannique qui est plutôt très connu en fait. Mais en fait, ils s'amusent d'ailleurs pas mal à dire qu'ils sont le groupe connu, le moins connu du monde, parce que il y a plein de gens qui les connaissent pas. Un peu comme en France, tu peux parfois trouver des gens qui vont te dire ah Taylor Swift, je saurais même pas dire qu'est-ce qu'elle chante. Bah en fait, 1975 c'est un peu pareil. Ils sont dans une espèce de faille spatio-temporelle où il y a plein de gens qui savent pas qui ils sont. Mais effectivement, on se rend compte qu'ils ont eu cette relation en pointillé, comme tu l'as dit, pendant de nombreuses années. Alors, vous le savez très bien, ici, chez 13, c'est pas notre ligne éditoriale de spéculer sur la vie privée de Taylor Swift, mais en fait, pour cet album-là, on n'a pas trop le choix, parce que TTPD, c'est Matty Healy, et c'est inextricable, et on peut pas vraiment faire autrement. Mais c'est surtout, ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir lire TTPD avec un autre œil, mais surtout lire les autres albums de Taylor Swift avec un autre œil. Et c'est ça qu'on trouve intéressant, c'est que, en fait, on pensait savoir de quoi parlaient les chansons et on se rend compte qu'il y a peut-être une autre grille de lecture possible. Et en fait, nous, c'est ça qu'on aime vous apporter, c'est une autre grille de lecture. Donc, bien évidemment, ce qu'on va vous exposer là, c'est d'une part des mélanges de théories, des trucs qu'on a trouvés sur Internet, des choses où on s'est dit « Putain, mais oui, en fait, c'est ça, Eureka, épiphanie ». Et puis, un peu un mélange de différentes relectures des albums qu'on a pu faire récemment. Avec Natacha, on a passé beaucoup de temps ces dernières semaines à se dire « Eh, mais attends, en fait, cette chanson-là, une fois que tu l'écoutes à la lumière de ce qu'on sait maintenant, est-ce que ça aurait pas un autre sens ?» Voilà, c'est ça qu'on va vous exposer aujourd'hui. Maintenant, comme d'hab, on ne détient pas la parole sacrée. Personne ne connaît vraiment la vérité. Peut-être qu'on se plante sur toute la ligne, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'analyser la musique de Taylor, de voir l'impact que cette personne a pu avoir sur sa musique depuis 10 ans maintenant, et de vous en parler. Mais encore une fois, peut-être qu'on a tort, et ce serait pas très grave qu'on ait tort. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que, en fait, en faisant toutes ces études-là, on s'est rendu compte que non seulement ils avaient cette relation cachée entre eux, mais ils se parlaient à travers toutes leurs chansons, et l'un et l'autre. Et c'est vraiment ça qui est intéressant et qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui, parce qu'en fait, on va se rendre compte qu'il y avait plein de choses qu'on n'avait pas, sur lesquelles on ne pouvait pas mettre le doigt et que maintenant on voit. Ouais, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de trucs qui étaient sous notre nez depuis le début, mais juste, ça nous a pas été amené de cette manière-là à un moment donné, et donc, on n'y a pas pensé. Et surtout, c'est toujours intéressant, je trouve, de voir deux artistes se parler à travers leur art respectif. Je trouve ça assez beau, finalement. Surtout, pourquoi on fait ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, on a retrouvé une vieille interview de Taylor Swift qui doit dater de peut-être 2008, quelque chose comme ça, et où en fait, elle nous dit à ce moment-là que pour elle, un cœur brisé, ça peut nourrir 4 à 5 albums. I think that there's a difference between getting your heart broken and getting let down. Yeah. Getting let down is when, you think somebody's one way and then they turn out to be a completely different person, or they lie to you. Yeah. That's worth like 2 to 3 songs of being let down. Fabulous. Getting your heart broken, that's worth like 4 to 5 albums. Et donc, une fois qu'on sait que TTPD est principalement à propos de Matty Healy, on se dit, ok, peut-être qu'on devrait regarder les 4 ou 5 albums qui précèdent et voir si on peut pas retrouver des indices là-dedans. Dans la liste, on a Midnight, Evermore, Folklore, Lover et Reputation. Alors je l'entends d'ici, Honorine qui hurle On va essayer de garder un esprit ouvert. On va commencer par ça d'ailleurs. Ouais, non mais au début, quand on a commencé à faire ces recherches, évidemment que j'étais dans le déni le plus total et j'ai dit à Natacha, c'est mort, tu ne touches pas à Reputation parce que c'est le meilleur album. Mais force est de constater que, ouais, il y a des choses qui remontent dans Reputation. Moi, je serais même allée jusqu'à dire qu'il y avait aussi des choses dans 1989. Mais bon, là, on va se cantonner à ces 5 albums-là et vous allez voir que c'est déjà amplement suffisant. Donc, pourquoi Reputation en premier? Parce que dans Guilty as Sin, elle nous dit « I keep this longing locked in lowercase inside a vault ». Donc, je garde toutes ces envies dans un coffre-fort écrit en minuscules. Et en fait, tous les titres de Reputation, quand vous regardez le film de l'Aresto, ils sont tous écrits en minuscules.
à chaque fois quand il y a le générique à la fin. Donc pour moi, il n'y a pas de doute que Reputation, il est en minuscule. Et je suis prête à parier d'ailleurs que dans les Vault Tracks de Rep TV, on trouvera des infos sur tout ça aussi. On va commencer. Alors, on pense bien que bien sûr, elle a pu s'inspirer de cette muse-là, comme ça l'arrange. Évidemment, c'était une histoire d'amour naissante. Alors, on aurait tendance à lier cet album Reputation avec l'autre muse qui s'appelait Joe Alwyn, qui est la relation avec qui elle est restée pendant 6 ans. Parce que vraiment, ça a marqué beaucoup de choses. Donc, effectivement, sur Reputation, on peut avoir un mélange de ces deux muses-là, mais il y a certaines chansons qu'on va regarder avec plus d'attention, notamment quand on va voir apparaître certaines métaphores qu'on va voir après sur les autres albums. Tout ce qui va être autour de la lumière, du gris, de la fumée et des tatous. Voilà, c'est les mots qu'on va chercher aujourd'hui. La lumière aussi, on va faire un lien dans ses chansons. Taylor, quand elle fait référence à Matty Healy, elle l'appelle le Starry Eye Lover. L'amoureux avec des étoiles dans les yeux. Dans TTPD, il y a énormément de références aux étoiles, mais aussi à tout ce qui va être la vie extraterrestre, par exemple dans Down Bad, mais aussi sur Midnight avec Snow on the Beach, quand elle dit But your eyes are flying saucer from another planet. Tes yeux sont des soucoupes volantes d'une autre planète. Et en fait, on va voir que les étoiles et tout ce qui va être des comètes qui s'écrasent, des objets qui rentrent en collision, ça va être un vocabulaire qu'on va beaucoup retrouver sur Reputation. Donc, on commence par forcément la chanson d'ouverture, Ready for It. Elle fait référence à un bad boy. Et c'est pas possible que cette chanson parle de Joe parce que pour moi, c'est pas du tout un bad boy. On voit bien que c'est un gentil garçon. Ensuite, on voit qu'elle utilise le mot killer. Un killer, c'est quelqu'un qui va vous laisser une marque très très longtemps après que la relation soit terminée. Elle se demande combien de filles avec qui il est resté et qu'il hante aujourd'hui. Et si c'est un fantôme, elle aussi, elle pourrait être une image. But if he's a ghost, then I can be a phantom. Phantom qu'on retrouve après plus tard sur TTPD dans LOML, où elle utilise cette image de la tombe et du cimetière pour parler de leur amour qui est mort. He's still alive at the cemetery. Holy Ghost, you told me I'm the love of your life. Et après, elle dit Dancing Phantom on the Terrace. Donc pour moi, tout ça, c'est la même personne. Moi, ce qui a fini de m'achever dans cette chanson Ready for It, c'est le deuxième paragraphe où elle dit Knew he was a robber. Et bon, évidemment, j'avais jamais trop compris cette phrase jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, il y a une chanson très connue des 1975 qui s'appelle Robbers et qui est la chanson qu'il lui a dédicacée quand elle est allée à leur concert à Los Angeles en 2014. Donc de là, on se dit, en fait, non, dans cette chanson, Taylor, elle lui parle à lui et elle lui demande est-ce que t'es prêt parce que le public pourrait nous mettre en morceaux très rapidement. D'ailleurs, lui, à plusieurs reprises, comme tu l'as dit au début, dans pas mal d'interviews, il avait complètement nié être avec elle en disant que même être avec Taylor Swift, ce serait émasculant pour lui. Là, elle lui dit ok, mais en fait, est-ce que tu es prêt à prendre le risque, quoi. Et c'est aussi du coup ce truc qu'on retrouve dans Endgame où en fait, d'ailleurs, c'est tout le titre de l'album, Reputation, où elle dit Big Reputation, you and me, we've got big reputations. Et en fait, depuis le début, je me disais, mais attends, mais Joe, à ce moment-là, personne sait qui c'est. Il a pas une réputation de bad boy, ça colle pas, quoi. Et en même temps, t'as envie que ça colle parce qu'à ce moment-là, tu sais pas ce qui se passe. Donc, quand l'album sort en 2017, tu te dis bon, peut-être qu'en fait, il a une réputation qu'on connaît pas. Enfin, je sais pas, t'essaies de recoller les morceaux comme tu peux. Mais en fait, tu te rends compte que non, ça marche pas. Et la personne qui avait une réputation, par contre, très dérangeante, c'était Matty Healy, qui faisait parler de lui dans les médias, dans les podcasts. Il faisait toujours des apparitions sur scène assez bizarres, étranges. Hein. Il est connu pour ça. Par exemple, une fois, il a mangé de la viande crue sur scène. Évidemment, il le fait très régulièrement. Il fume de la drogue avec ses fans pendant les concerts. Et quelque chose qu'il fait très, très, très souvent, c'est qu'il embrasse des personnes du public comme ça pendant ses concerts. Toujours sur Endgame, on retrouve cette idée de la comète qui s'écrase. Donc elle dit I hit you like bang. We tried to forget it, but we just couldn't. Donc la métaphore du crash qu'on retrouve dans Question sur Midnight, où elle lui pose la question Does it feel like everything is just like second best of meteor strike? Pas facile à dire cette phrase. Est-ce que t'as pas l'impression que tout après ça est juste moins bien depuis qu'on s'est rencontrés? Évidemment, sur Endgame, on retrouve des allusions à la drogue. Alors à cette époque-là, on suppose que ce qui a séparé Taylor de Matty Healy, c'est que lui avait une énorme addiction à beaucoup de drogue et elle n'était pas prête pour ça. Your eyes are liquor and your body is gold. On retrouve aussi cette métaphore aux drogues sur ta chanson préférée, Don't Blame Me. Ça me tue, vraiment ça me tue. My drug is my baby, I'll be using for the rest of my life. I get so high. Même si je l'accorde
que comparer la folie amoureuse aux sensations qu'on peut avoir en utilisant des produits illicites, bon, c'est, on va dire, globalement universel, mais on peut faire des liens. Ouais, puis ce qui est intéressant, c'est que ce champ lexical de la drogue, des addictions, déjà, il correspond pas du tout à Joe. Et puis, en fait, il y a ce truc où Taylor serait un peu en manque de cette relation. Donc, tu vois, je repense à Don't Blame Me, où elle dit For you, I would cross the line, I would waste my time, I would lose my mind. Ben, en fait, presque, elle dit que pour lui, en tout cas, elle serait prête à fermer les yeux sur tout ça et à passer du côté obscur presque. Et en fait, ça veut dire je suis prête à devenir peut-être quelqu'un de problématique. Et en fait, Joe n'était pas quelqu'un de problématique. D'autant que à cette époque-là, Matty, il enchaîne les scandales, alors que par contre, Taylor mène avec Joe une vie plutôt cachée à ce moment-là. Donc effectivement, rétrospectivement, ça colle pas. Idem si on creuse dans So It Goes, quand elle lui dit Come here dressed in black. J'ai appris récemment que c'est un écho à, encore une fois, une chanson des 1975 qui s'appelle Chocolate, dans laquelle il dit Yeah, we're dressed in black from head to toe. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, l'esthétique du groupe, c'est en fait d'être un peu habillé en noir des pieds à la tête, avec des cravates, des fedoras sur la tête, mais enfin, en tout cas, tout en noir, quoi. Et dans cette chanson, elle fait aussi référence à une relation pas très stable, tu vois, avec les phrases You did a number on me, I did a number on you, but who's counting? Et c'est un peu genre, on se renvoie la balle, on s'est fait des crasses l'un et l'autre. Et donc peut-être qu'au début de la relation entre elle et Joe, il y a eu des boires, peut-être que c'était pas facile, etc. Mais plus j'y pense, plus je me dis que non, c'est pas ça, quoi. Et enfin, toujours sur Reputation, quand on écoute Dancing with Our Hands Tied, où elle lui dit que il s'aimait en secret, qu'il s'aimait sans raison, qu'ils avaient 25 ans. Bon, clairement, ils avaient tous les deux 25 ans puisqu'ils ont le même âge. Ils sont tombés fous amoureux l'un de l'autre au premier coup d'œil. Alors, j'entends bien que ça peut aussi faire écho à Joe qui avait 25 ans lui aussi, mais est-ce qu'elle regarde en arrière ou est-ce qu'elle parle de sa relation actuelle? Impossible de savoir. Mais c'est vrai que l'usage du passé dans cette chanson nous fait un peu douter et pour moi, elle parle d'une relation qui est terminée et pas quelque chose qui est en cours. Et le fait de tomber amoureux au premier regard, c'est quelque chose qu'on va retrouver après sur Titi Pidi dans LOML où elle dit If you know in one glimpse it's legendary, mais aussi dans Peter où elle fait référence à quelqu'un qui avait 25 ans, qu'il aimait et qu'il avait promis de revenir la retrouver plus tard. Bon, après, Joe, il avait quand même vraiment aussi 25 ans à cette époque-là, donc s'il te plaît, laisse-moi quelques chansons à propos de lui quand même. Après, on va passer dans la Lover Era. Pour moi, la Lover Era, c'est vraiment la période où elle était la plus amoureuse de Joe, où j'aurais tendance à dire qu'une grande majorité des chansons sont inspirées de lui, par lui, avec lui. Mais quand j'écoutais cet album, et c'est un des premiers albums que j'ai écouté, il y a quand même des chansons qui m'ont toujours laissé un peu perplexe. Maintenant que je le réécoute avec une autre oreille, je me dis que c'était pas ça. Ce qui est globalement la thématique de cet épisode, hein, c'est de se dire en fait on avait tort. Donc on va commencer par le plus gros banger de la Terre, Cruel Summer, où elle nous parle d'un été torturé et où elle s'est cachée. I don't want to keep secrets, just to keep you. Mais aussi qu'elle s'est cachée, I snuck in through the garden gate. Et bien sûr, on retrouve notre bad boy, shiny toy with the price. On vit cette histoire d'amour interdite. Alors pour moi, le bad boy, c'est évidemment une référence au mauvais garçon de Ready for It. Et comme on a déjà acté que c'était pas Joe. Ouais, c'est marrant parce que ça fait aussi taire beaucoup de théories qui disaient, tu sais, que cette chanson, c'est le coming out de Taylor. Parce que y a des photos d'elle, tu sais, qui rentrent par la porte du jardin de chez Carly Kloss à cette époque-là. Et où du coup, tout le monde pensait que Cruel Summer, c'était à propos d'elle. J'ai jamais cru à cette théorie, mais tout ça pour dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a plein de couches de lecture, on le répète. Donc nous, on fait que vous donner une nouvelle grille. Voilà, on vous donne une nouvelle analyse. Ensuite, on a toujours Killing Me Slow at the Window. Donc, on voit cette Taylor qui l'attend à la fenêtre, comme elle l'a raconté d'ailleurs dans Peter, où elle parle de l'attendre à la fenêtre. I love you, ain't that the worst thing you have heard? Donc là, je pense qu'on fait écho directement au cœur de Matty, qu'il a déjà mentionné, c'est-à-dire être en couple avec Taylor Swift, qui serait une manière de l'émasculer, lui. Et donc, en plus, c'est une superstar, donc ce serait pas quelque chose qu'il aimerait faire. Ouais, je pense qu'on peut aussi faire le parallèle après avec I Look in People's Windows, où là, clairement, c'est assez évident le lien entre les deux. Pareil, moi, dans une des chansons de Lover qui m'a toujours un peu intriguée, c'est Death by a Thousand Cuts. Parce que Taylor, à ce moment-là, nous avait vendu que c'était une chanson inspirée d'un film qu'elle avait vu sur Netflix. Bon, on sait maintenant qu'on peut pas lui faire confiance quand elle nous dit que c'est inspiré de faits fictifs. Parce qu'en gros, là, elle nous parle d'une rupture qui l'a brisée en 1000 morceaux.
clairement, c'est le titre de la chanson. Et on retrouve pas mal de métaphores de la lumière avec le fameux chandelier qui est toujours là, même si on a barricadé la maison. Donc clairement, c'est en fait, j'ai toujours une attirance pour cette personne. La flamme, elle n'est pas complètement éteinte. On a aussi les promesses qu'il lui a faites. You said I was a great love, one for the ages. Donc là, on refait le lien avec LOML. You said I'm the love of your life about a million times. Et en fait, moi, la phrase qui me tue le plus dans cette chanson, c'est quand elle dit « But if the story's over, why am I still writing pages ?» Bah oui, Taylor, pourquoi est-ce que tu es encore en train d'écrire des pages ? Parce que tu fantasmes encore sur lui et que cette histoire d'amour, t'arrives pas à la mettre de côté complètement. C'est pour ça qu'on la retrouve dans plein d'albums derrière. Et quand après elle dit « Gave up on me like I was a bad drug », là on repart des addictions de Matty, malheureusement. Et puis aussi un peu ce manque de combativité de la personne qui s'est un peu laissé porter, qui a laissé faire, qui s'est pas battue finalement. Et qui a laissé Taylor vivre sa vie potentiellement avec d'autres hommes parce que lui n'a pas eu forcément courage de faire autrement. Et on a le « And you just watched it happen », notamment dans Chloe or Sam or Sophia or Marcus, sur ce côté un peu, en fait, t'as juste vu les choses se faire, t'as subi, et t'as rien fait pour que ça change. D'ailleurs, cette chanson Chloe or Sam or Sophia or Marcus, peut-être qu'on va y revenir plus tard, mais j'avais vu, moi, une théorie comme quoi c'était les prénoms des gens un peu random que Matty s'amusait à embrasser quand il était sur scène. Ouais, c'est possible. Moi, sur Lover, il y a une chanson que j'adore, j'en ai déjà parlé dans mon top 5, et ça a toujours été un énorme point d'interrogation parce que on retrouve un peu tous les thèmes qu'on a déjà vus. C'est sur Cornelia Street. Et il y a cette phrase sur laquelle j'ai toujours buté, où elle dit « The city screams your name ». Et d'un coup, j'étais là. Mais bien sûr. Alors, si vous savez pas, juste après la sortie de Midnight, le groupe 1975, ils ont fait un concert à Londres où Taylor est arrivée de manière complètement aléatoire. Bonjour, salut, c'est Taylor Swift. Elle est arrivée avec, vous savez, une magnifique robe, on aurait dit une boule à facettes disco. Et elle a pris sa guitare et elle a chanté Anti-Hero pour la première fois en public de toute sa vie. Et ensuite, elle a chanté sa chanson préférée du groupe qui s'appelle comment ? The City. Voilà. Pour moi, c'est une fois que j'ai appris ça, je me suis dit, mais oui, mais effectivement, ça ne m'empêchera pas d'aimer Cornelia Street. J'aimerais toujours cette chanson à fond. Mais maintenant, je comprends mieux certaines choses. Après, j'ai refait des recherches. Et à peu près à l'époque où elle aurait fréquenté Matty, elle n'avait pas encore Cornelia Street, ou elle n'habitait pas encore à cet endroit-là. Donc, c'est encore une fois, elle s'inspire peut-être d'éléments qu'elle a vécu un peu partout pour écrire ses chansons, et elle aurait raison de le faire d'ailleurs. Ouais, puis effectivement, comme on l'a dit déjà à plusieurs reprises, le fait qu'elle mélange plusieurs muses, plusieurs anecdotes, ça fait que ça noie un peu le poisson, ça mélange un peu le truc, et ça fait que la chanson n'est plus juste sur une histoire qu'a vécu Taylor, mais ça la rend universelle. Non, elle a bien raison de faire ça. On peut passer après, du coup, toujours chronologiquement, aux deux albums Folklore et Evermore, qui, soit dit en passant, sont aussi écrits en minuscules, donc peuvent être aussi dans les Longings Locked Inside a Vault, dont je parlais au début. Parce que donc, ce sont les albums que Taylor a écrits pendant le confinement pendant lequel Taylor Swift, comme le reste de la planète, s'est retrouvée à faire une espèce d'introspection. Et c'est peut-être ces albums qui lui ont permis peut-être de s'imprégner des rêveries qu'elle avait dans la tête, de faire le point sur ses fantasmes qu'elle avait. Et donc, encore une fois, on va refaire un peu, on va rebalayer un petit peu ces albums à la lumière de Titi Piddy. Et donc, on peut se dire que peut-être l'inspiration de ces deux albums, elle commence avec une rencontre entre Matty et Taylor à une récompense, donc les NME Awards, qui était en février 2020, donc on est vraiment juste avant le confinement, et où en fait, Matty a essayé de parler avec Taylor et de reprendre contact avec elle, il l'a dit, où notamment, en fait, il a dit qu'il voulait lui pitcher un album folk. Et 2 mois plus tard, on a quoi ? Folklore. Et on commence par quelle est la première chanson de Folklore ? The One. Voilà. Taylor, elle nous a beaucoup expliqué que Folklore, c'était un album autour de personnages fictifs. Bon, maintenant, on sait qu'ils sont pas complètement fictifs. À mon sens, c'était pas que du mensonge, mais je pense que c'était inspiré de personnes qui existaient vraiment pour créer d'autres histoires qu'elle aurait peut-être aimé vivre. Par exemple, dans The One, c'est l'histoire parfaite pour ouvrir Folklore parce qu'en fait, elle nous raconte un mélange de réalité et de fiction. Ça aurait été fun si tu avais été le bon. Et en fait, dans The One, on fait vraiment un voyage en se posant plein de questions de et si, et on va complètement mettre la tête dans la fiction. Donc, et si j'avais fait ça, est-ce qu'on serait encore ensemble? Et si tu n'avais pas fait ça, est-ce que nous serions encore ensemble? Et The One, c'est un beau clin d'œil, je trouve, à Matty Healy, qui est en fait le leader du groupe qui s'appelle The 1975. Donc, The One, il est leader, c'est le numéro 1.
Ouais, sachant qu'après, plus loin sur l'album, on a la chanson Seven où c'est écrit en toutes lettres. Donc là, le fait qu'elle l'ait écrit The One avec le chiffre 1, c'est forcément pas anodin, quoi. Et la chanson qui fait, donc, elle refait le point avec quelqu'un qu'elle a perdu de vue. Bon, bah voilà, on arrive sur cet endroit-là. Et elle fait un parallèle avec certaines paroles du groupe, qui a une phrase qui est très connue. If you never eat, you never grow. Et elle dit, If you never bleed, you're never gonna know. Donc, et ça, des parallèles dans leurs chansons, entre les différentes écritures de 1975 et de Taylor, on va en trouver de plus en plus au fur et à mesure qu'on va creuser. Pour moi, The One, c'est vraiment la chanson qui va faire référence à la naïveté de la jeunesse parce qu'on fait beaucoup d'erreurs avec la personne qu'on aime, quitte peut-être même à perdre l'amour de sa vie. Mais elle nous raconte que bon, bah, elle va bien, elle avance, mais que ça aurait été fun si ça avait été lui la bonne personne. Elle peut pas s'empêcher de se demander ce qui aurait pu se passer. Donc, on a toujours cette référence à la vingtaine, à la jeunesse. Quand elle parle de lui, on retrouve une autre chanson de la discographie, Rosé Flowing with Your Chosen Family, qui devient un parallèle évident après avec Maroons ou Midnights, où elle nous dit You cheap ass screwed up Rosé. Donc pour moi, Maroons, c'est une chanson qui est évidemment autour de Matty Healy. Et ensuite, elle nous dit que Taylor, il va rencontrer quelqu'un sur Internet et qu'il va la ramener chez lui. Et il faut savoir que le groupe de 1975, ils ont un album qui s'appelle Brief Inquiry into Online Relationships. Et d'ailleurs, c'est du coup un peu triste quand après tu te rends compte que sur le set du Eras Tour, elle a remplacé Invisible String, qui là, on ne pourra pas l'enlever, est à propos de Joe, par The One dans la setlist. Et en fait, elle l'a fait, ce changement, juste après l'annonce de la rupture avec Joe en avril 2023. Et d'ailleurs, cette phrase où elle dit « You meet some woman on the internet and take her home », elle a fait ce fameux changement de note que tout le monde adore dans la setlist et qui est devenu un peu iconique de la setlist, alors que la chanson n'était pas prévu dans le concert initialement. Elle a fait de ce changement un peu impromptu un moment hyper phare du concert. Donc on a ce fameux triangle soi-disant fictif, Cardigan, Auguste, Betty, vous commencez à bien le connaître celui-là, et en fait, encore une fois, on se rend compte que c'est pas si fictif que ça. Je pense qu'on peut d'abord parler de Cardigan, où ça a commencé en fait pendant la tournée des 1975 en mai 2023, où Matty s'apprêtait à commencer à chanter leur chanson About You, qui est une de leurs chansons les plus connues probablement, et il a regardé la caméra et il a dit « This song is about you, you know who you are, I love you ». Donc cette chanson est à propos de toi, tu sais qui tu es, je t'aime. Et en fait, quelques jours plus tard, Taylor est sur le point de chanter Cardigan sur scène, et là elle regarde la caméra et elle dit, enfin elle mime avec sa bouche exactement la même phrase. This song is about you, you know who you are, I love you. À ce moment-là, c'était vraiment l'électrochoc parmi les Swifties, parce que là, c'est là qu'on a commencé à faire des liens entre les deux. Et en fait, c'était sous notre nez depuis le début, quoi. Et parce que Cardigan, c'est quoi? C'est un amour de jeunesse, c'est le sentiment que ça arrive qu'une fois dans sa vie, c'est le fait de se sentir bien avec cette personne. Et notamment, elle dit Sequin Smile Black Lipstick. Et en fait, la seule fois où on a vu Taylor porter du rouge à lèvres noir avec une robe à sequins, c'était au Met Gala de 2016, la fameuse période Bleachella, pour ceux qui étaient là. En fait, potentiellement, c'était là le début aussi de leur histoire. Les hypothèses sont ouvertes là. Moi, j'ai une hypothèse personnelle que Taylor et Matty auraient eu une histoire ensemble juste après Tom Hiddleston, parce qu'en fait, pendant l'histoire du Snakegate avec Kanye, parce que en fait là, on l'a complètement perdu de vue, et donc potentiellement, elle aurait vraiment pu faire ce qu'elle voulait, on l'aurait pas su. C'est vrai. Écoute, on va rester dans le déni encore un peu, hein, d'accord ? Notamment dans cette chanson, elle parle aussi de la High Line à New York, qui est une promenade sur une ancienne voie ferrée et qui est pas très loin d'un des apparts que Taylor avait à Chelsea à l'époque. Donc on se dit que peut-être en fait c'est un endroit un peu sentimental pour eux. Et ce qui est intéressant, c'est que la High Line, c'est une voie, donc c'est une ancienne voie ferrée. Et en fait, après, on se rend compte qu'il y a plein de références au train et au fait notamment d'aller dans des directions opposées dans pas mal de chansons. Dans Willow, elle dit « My train can take you home »,« Champagne problems, you took the night train for a reason ». Et puis après, si on revient à Titi Pidi, dans « I can fix him, no really I can », eh bien, elle parle de « A freight train through a small town ». Alors en plus, avec les sonorités de un peu Far West qu'on a maintenant, qu'on sait qu'on attribue à Matty, et le fait que la chanson soit I Can Fix Him et entre parenthèses No Really I Can, qui est clairement une référence aussi au fait qu'en fait 1975, ils ont beaucoup de chansons dans lesquelles il y a des parenthèses comme ça. Dans leur discographie d'ailleurs, ils parlent des trains tout le temps, eux aussi. Donc dans About You, qui est censée être une chanson dédiée pour Taylor, il dit And I miss you on the train, I miss you in the morning. Dans une autre chanson qui s'appelle Tonight, I Wish I Was Your Boy, il dit Give yourself a new name, change your voice on the train. Et dans une chanson qui s'appelle Paris, I don't suppose you know where the train goes.
mais aussi la dernière, puisque ça aurait été trop beau de s'arrêter là. I bet you thought your life would change, but you sat on the train again. Voilà, je vous laisse digérer tout ça. Peut-être qu'il faudra réécouter l'épisode parce que je pense qu'on vous donne beaucoup d'infos et pour vous aussi, ça risque d'être difficile à décanter. Ouais, ça demande pas mal de digestion. Moi, ça fait des semaines et des semaines que Natacha et moi, on travaille sur cet épisode. Plus on s'enfonçait dans le chien-trou, plus je me disais, mais comment on va raconter ça? Parce que vraiment, il y en a partout, c'est incroyable. Et plus on creuse, plus on trouve des trucs. Même en fait, à un moment, on s'est dit, on s'arrête parce que ça suffit. Mais vraiment, c'est intéressant de se rendre compte qu'en fait, on peut tout réanalyser avec un œil différent. Et peut-être qu'en fait, on va avoir un autre album bientôt avec d'autres éléments qui nous feront nous dire attends, non, faut qu'on revienne sur ces chansons-là, il y avait encore autre chose. Enfin, c'est ça que je trouve fou, moi, avec elle. Ensuite, elle dit I knew you'd linger like a tattoo kiss. I knew you'd hunt all my what if. Donc, elle savait que c'était lui le bon, mais que tous les autres arriveraient jamais plus haut que la 2e place du podium, second best, on l'a déjà dit, et que c'était un amour qui était un peu comme un fantôme qui allait la hanter toute sa vie. Dans Cardigan, on retrouve aussi un personnage de type Peter Pan qui veut pas grandir, mais qui finit par perdre Wendy. C'est exactement ce qu'on voulait voir. Et d'une certaine manière, on sait qu'il ressent la même chose, ou peut-être que c'est elle qui est dans le déni, on sait pas trop, parce que à chaque fois, elle dit I knew you'd come back to me, qui est à la fois très poétique, très triste et plein d'espoir. Donc cette chanson, elle est assez bizarre, je trouve, à y réécouter maintenant. Ouais, et d'ailleurs, tu vois, je repense souvent, je fais référence au Long Pond Studio Session quand elle parle des chansons de folklore avec Jack et Aaron Dessner. Et il y a un moment où elle parle de cette chanson et où elle parle du triangle amoureux et elle dit moi, de toute façon, dans ma tête, Betty et James, en fait, ils finissent ensemble. Et Cardigan, c'est écrit 20 ans plus tard où Betty un peu revient sur cet été-là, mais en vrai, ils ont fini ensemble. Et Jack, à ce moment-là, il est là genre ah bon, mais attends, moi, ça change tout ce que je croyais savoir de ce triangle un peu. Je suis sûre qu'il y a des choses que nous, on ne sait pas. Et en fait, là, tu te dis, bah du coup, probablement qu'il y a un dialogue caché entre eux qui se fait sous le dialogue audible. Cardigan, elle fait aussi le lien avec plein de chansons de Titi Pidi, parce que là, depuis tout à l'heure, vous êtes peut-être en train de vous dire, attends, elles sont en train de partir dans Folklore alors qu'on pensait que c'était un album sur Titi Pidi, mais vraiment, restez avec nous, accrochez-vous, promis, il y a un lien entre tout ça, notamment sur Fresh Out the Slammer, parce que donc Cardigan, elle dit Standing in your front porch light, et dans Fresh Out the Slammer, elle reparle To the house where you still wait up and that porch light gleams. Donc en fait, elle parle de la même maison, elle parle de la même lumière, et donc probablement de la même personne. Ce qui nous fait aussi comprendre pourquoi cet amour, ça la dévorait. L'idée d'être une espèce de vieux cardigan, de vieux gilet oublié sous le lit, ça fait un peu écho aussi à High Infidelity, donc dans l'album suivant, qui est Midnights, où elle dit « There are many different ways that you can kill the one you love. The slowest way is never loving them enough. » Et ben en fait, c'est ça, c'est en fait, tu me gardes sous ton lit, donc tu me gardes sous le coude, mais tu me portes jamais. On arrive sur une autre partie du triangle avec Auguste, où il semblerait que là, Taylor veut nous donner une histoire d'un amour-passion, mais très très court, comme si elle avait du mal à nous dire si c'était vrai ou pas, parce que comme si elle n'avait pas le droit de nous expliquer ce qui s'est passé. Pour moi, cette chanson, c'est l'attente, c'est l'espoir qu'un jour, cette personne qu'elle aime l'appellera et voudra la voir, même si c'est juste pour un petit moment. Clairement, ça fait le lien avec Cruel Summer pour moi. I'm waiting for you to be waiting below. Et du coup, on arrive après dans la 3e partie du triangle. Betty, alors d'après Taylor, c'est Joe qui aurait écrit une grande partie de cette chanson, qui du coup rend le truc encore plus glauque. Mais peut-être que finalement, Taylor, elle flirtait dans sa tête avec l'idée d'être avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, c'est une thématique qui apparaît plus tard dans Illicit Affairs sur Folklore. Et cette idée de tromper, finalement, c'est une notion qui arrive à partir de Folklore. Je crois pas qu'il y ait trop d'autres chansons auparavant où elle parle du fait qu'elle serait capable de tromper quelqu'un. Mais par contre, à partir de Folklore, on a pas mal de chansons où elle flirte avec cette idée-là. Que ce soit une tromperie émotionnelle ou physique. Et notamment quand elle dit dans Illicit Affairs « You taught me a secret language I can't speak with anyone else », bah, est-ce que c'est pas un peu justement ce jeu qu'ils ont entre eux d'écrire des chansons qui en fait sont à propos de l'autre et où le public n'y voit que du feu? Bah, c'est ça leur langage secret finalement. Attends, faut que je te dise un truc que j'ai appris là récemment. C'est ce qu'on s'est dit à un moment, il faut qu'on arrête de creuser, mais je suis obligée de le dire là. J'ai vu toute une théorie comme quoi Taylor et Matty se parleraient sur les pistes 10, donc sur les tracks 10 de leurs albums mutuels. Et c'est assez impressionnant. Et si tu regardes les pistes 10 des albums, bah, ça fait pas rigoler. Et donc, bien sûr, Illicit Affair, bah, c'est une piste 10. Ah putain.
Bon, voilà. Bah écoutez, vous savez ce qu'il nous reste à faire. On n'aura plus qu'à faire une petite analyse de toutes les track 10 de Taylor, si ça vous intéresse. Si vous voulez qu'on continue de creuser plus profond que le centre de la Terre, dites-le nous. C'est le bon moment pour vous dire qu'en fait, tous les deux, ils se sont parlé à travers leurs chansons. Ils ont plein de chansons qui ont le même nom. C'est impressionnant. Une fois qu'on commence à creuser, on est là, on dit, c'est pas possible, ils se moquent de nous. Ils ont tous les deux une chanson qui s'appelle Paris. Ils ont tous les deux une chanson qui s'appelle Me. Ils ont tous les deux, alors je dis tous les deux, mais en fait, c'est un groupe, hein, vous avez compris. Tous les deux une chanson qui s'appelle Happiness. Tous les deux une chanson qui s'appelle Mine. Et ils ont tous les deux écrit des chansons dédiées à leur grand-mère maternelle. Donc Taylor, c'était Marjorie, et lui, sa chanson s'appelait Nana. Bon, bah voilà, en fait, c'est ça leur secret language, à mon avis, c'est qu'ils s'écrivaient dans leurs chansons et ils se donnaient des messages que seuls eux pouvaient comprendre, en fait. Je suis en train de vérifier. Ouais. Death by a Thousand Cuts, c'est aussi une track 10. J'en peux plus. C'est Et sûr. beaucoup moins rigolo, King of My Heart. Oh non, je refuse. Tu sais quoi, Natacha, je dis non. C'est non. Là, Voilà, c'est là que je passe la ligne. Je dis non. C'est non. Vous venez d'avoir un aperçu de ce qu'on vient d'échanger pendant 3 semaines en mode Ah ouais, bah voilà, c'était exactement ça. C'était, t'as vu que peut-être ça, c'est un lien? Non, c'est mort. Ah ouais, mais en fait, quand même, t'as raison. Du coup, on va quand même terminer cette histoire de folklore avec la chanson Hoax, qui est pas la chanson la plus populaire de l'album, et pourtant il y a beaucoup de choses à dire. En français, ça veut dire un peu canular, quelque chose qui est faux. Encore une fois, je reviens sur les Long Pond Studio Sessions. À ce moment-là, Taylor, elle explique que cette chanson, ça peut être à propos de plusieurs personnes. Donc là, elle le dit clairement. Et si on devait deviner, du coup, on dirait que le fameux Smoking Gun dont elle parle, ce serait Matty, et que le Eclipse Sun, ce serait Joe. Et qu'elle se bat avec le fait d'avoir des sentiments pour les deux. Donc, réécoutez cette chanson une fois que vous aurez entendu ça et venez nous dire si vous êtes dans le même état que nous après votre écoute. Parce qu'en fait, on se rend compte que Folklore, c'est un peu un album qui est entièrement consacré à une manière de faire sortir tout ce conflit dans sa tête. On sait que de toute façon, c'est sa manière de gérer ses émotions, mais c'est aussi quelqu'un qui aime nous raconter des histoires. Et donc, probablement que c'était une façon pour elle de donner du sens à ce qu'elle ressentait, sachant que Hoax, c'est, je crois, la dernière chanson de l'album. Et en fait, du coup, dedans, elle met un tout. Il y a les différentes relations, mais il y a aussi les masters qui lui ont été volés, il y a l'histoire avec Kanye, enfin bref, il y a tous les événements qui l'ont blessée et qui finalement font aussi d'elle ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Thématique qu'on peut ensuite retrouver sur Thank You Amy dans TTPD. Parce que bien sûr, le but de cet épisode, c'est quand même de tout lier à TTPD. Donc, si vous n'êtes pas encore perdu, on va passer dans mon album préféré, Evermore. Je pense d'abord à Gold Rush, qui fait référence tout de suite aux étoiles, comme on l'a dit tout à l'heure au Starry Eye Lover, où elle parle de gleaming, twinkling, eyes like sinking ships. Bon, bah, bien sûr, des bateaux qui coulent aussi, c'est parfaitement la bonne métaphore qu'il faut pour une relation qui n'avance pas. Elle dit qu'elle ne veut pas que ses joues deviennent rouges, mais avoir les joues rouges, c'est aussi un écho à Maroon, qui est une des chansons que Taylor a le plus chanté son Secret Song pendant les Eras Tours, puisque dans Maroon, elle dit « Blood rushed into my cheeks ». On retrouve aussi à Dinner Party, I call you out on your contrary shit. On sait que Matty était connu pour ses sorties de route, des prises de position un peu particulières. Et bah, ça devient intéressant parce qu'avec cette phrase « My mind turns your life into folklore. I can't dare to dream about you anymore », est-ce qu'elle nous dit qu'elle veut plus rêver de lui parce qu'elle n'en veut plus de tout ça, ou parce qu'enfin elle va se laisser tenter? Et donc Folklore et Evermore, c'était peut-être une manière de lui dire qu'elle commençait à faire le pas vers une relation qui arrivait. Pour moi aussi, Gold Rush, elle fait écho à une autre chanson sur TTPD qui est Guilty as Sin, où elle dit I dream of cracking locks, throwing my life to wolves, or the ocean rock crashing into him tonight. Pour moi, c'est une chanson qui est à mettre en parallèle toujours avec Illicit Affair, Ivy et High Infidelity. Toutes ces fois où en fait Taylor, elle va jouer avec l'idée de tromper émotionnellement ou physiquement quelqu'un. Ivy, qui, soit dit en passant, est la track 10. Ensuite, on a Tis the Damn Season. Elle nous fait le portrait d'un amour de jeunesse qui n'a pas abouti. Bon, bah, vous voyez, c'est récurrent en fait. On parle de ces amours qui n'avancent pas, qui n'ont pas réussi. De cette jeune fille qui a décidé de partir de chez ses parents pour vivre sa carrière. Mais par contre, elle dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui est capable de dire quel sourire est forcé. Bah, ça montre qu'il la connaissait vraiment bien puisqu'elle le considérait presque comme son jumeau et elle le dit après dans d'autres chansons. Ouais, et après, moi, la chanson que j'ai tout de suite liée à lui quand on a commencé à s'intéresser à ce monsieur, c'est Coney Island.
Mm. En fait, elle fait un peu le point sur toutes ses relations amoureuses passées, qu'elle les a jamais mises au centre de sa vie et vice-versa. Et en fait, il y a notamment cette phrase où elle dit « Were you waiting at a old spot in the tree line by the gold clock? Did I leave you hanging every single day? » Eh bien, il y a une horloge dorée à New York sur la High Line, donc la fameuse Gold Clock. Et en fait, cette horloge, elle a été là seulement de 2019 à 2020. Donc, il y a un petit mystère à cet endroit-là, mais peut-être qu'elle fait référence à d'autres horloges. Mais n'empêche que quand elle dit Did you leave me hanging, tu vois, il y a toujours un peu cette notion qu'on retrouve, tu sais, quand elle dit dans certaines chansons Please leave me stranded, ou tu vois, ces trucs-là, je pense qu'il y a un lien à faire là-dessus. Encore une fois, pour moi, il y a aussi des liens à faire avec 1989, mais chaque chose en son temps. Chaque jour suffit sa peine, je vais déjà aller me remettre de Reputation et on verra plus tard pour le reste. Hein. Pour moi, la chanson sur Evermore qui parle le plus de lui, c'est Ivy, tu l'as dit. C'est une track 10, donc déjà on a élaboré que ça c'était vrai. Et ensuite, elle lui dit I meet you where the spirits meet the bone. Alors on peut penser bien sûr au cimetière, parce qu'on a dit que c'était une métaphore qu'elle utilisait pour parler de cette muse-là, mais ça peut être aussi une manière de révéler son âme à quelqu'un, parce que ça fait le contraste justement avec Chloé ou Sam ou Sophia ou Marcus, où elle dit que quelqu'un a vu ses bones, donc c'est la partie visible de son corps, la partie physiquement touchable, avec d'autres hommes, mais qu'en fait, son âme, elle n'est qu'à lui, et lui le savait aussi. Ensuite, elle dit « My house of stones, your ivy grows, and now I'm covered in you ». Bon, bah, elle compare sa relation actuelle à une prison de pierre dans laquelle elle habite. C'est froid, c'est impersonnel et c'est la mort. Donc, Eh ben, je tiens quand même à souligner que, encore une fois, potentiellement les muses sont mixées parce que, je ne sais pas si certains se souviennent, quelques temps après la rupture avec Joe, je crois, il a posté sur son compte Instagram, Joe Alwyn, il a posté sur son compte Instagram un carrousel de photos où il y avait notamment une espèce de mur de pierre couvert de lierre. Et où du coup tout le monde s'est dit à ce moment-là « Oh le pauvre, c'est le fameux Ivy et la fameuse maison couverte de lierre de la chanson Ivy ». Donc peut-être que c'est vrai, peut-être que la chanson peut avoir d'autres muses. Je repop ça de temps en temps dans l'épisode pour que vous pensiez pas qu'on est monomaniaque sur Matty Healy, que vous vous rendiez compte que en fait finalement c'est ce qu'on se tue à dire depuis le début de ce podcast, c'est que on se rendra compte que la muse importe peu et que c'est pas ça qui fait que la chanson elle dure dans le temps, mais c'est marrant de tomber dans le chien trou. Ouais, là on est tombé dans un chien trou de très très loin là. On retrouve aussi des références à une Faith Forgotten Land qui fait écho à Guilty as Sin, donc une terre sans foi, où elle dit que There's no such thing as bad thoughts, only your action talk. Elle mentionne aussi quelqu'un qui brille, un peu comme sur Snow on the Beach, quelqu'un qui brille de l'intérieur. Vraiment, c'est assez impressionnant. On a un parallèle aussi avec une des chansons de 1975 où elle dit « My pain fits in the palm of your freezing hand ». Le groupe a une chanson qui s'appelle « Tonight, I wish I was your boy » et ils disent « How can I be yours when you're not mine ?» She said, donc potentiellement Taylor, « They should take this pen and give it a name ». Bon, bah voilà, en fait, elle nous explique que sa douleur a été promise à quelqu'un d'autre, mais que lui n'arrive pas à arrêter de faire pousser des idées dans sa tête. Et le reste de la chanson ensuite fait écho à son envie de fuir son mari pour des moments begged and borrowed, donc qui ont été réclamés et empruntés, volés presque, parce que c'était ça qui la faisait vibrer. Encore une fois, avec cette notion de et laisser ta faire. Et on arrive ensuite au pont où elle dit Yeah, it's a war, it's the goddamn fight of my life and you started it. Et en fait, ça ressemble beaucoup à la chanson The City, dont tu parlais un peu plus tôt, qui est la chanson que Taylor avait chantée au concert de Londres de 1975, où la chanson dit Don't call it a fight when you know it's a war. Donc, encore une fois, on fait pas mal de parallèles entre les paroles de Taylor et les paroles écrites par Matty, sachant qu'elle a dit que c'était sa chanson préférée du groupe. Pour moi, Ivy, c'est vraiment la sister song de Guilty as Sin. C'est la même thématique, la tromperie dans les rêves, toutes ces choses auxquelles on pense et qu'on n'arrive pas à enlever par rapport à son engagement dans son couple actuel, son couple qui ne répondait pas à tous ses besoins. Donc, c'est hyper intéressant. Et puis après, évidemment, je pense qu'on ne peut pas ne pas parler de Cowboy Like Me. Oh là là, vous n'êtes pas prêts.
où en fait pendant la cérémonie des NME en 2020 dont on a déjà parlé tout à l'heure, de 1975, ils ont reçu un prix et Matty lors de son discours a dit que son héros c'était Brian Enos qui divise les gens en 2 catégories de personnes, les cow-boys et les fermiers. Et en gros, les fermiers c'est ceux qui aiment rester où ils sont, cultiver, garder les choses telles qu'elles sont, et les cow-boys ceux qui aiment découvrir de nouvelles terres. Et il finit son discours en disant soyez des cow-boys. My hero, I think one of my heroes like Brian Eno, and he kind of splits art into kind of 2 categories, like cowboys and farmers. And farmers, you know, like to cultivate their thing and keep it the same. And cowboys like to kind of go out and find new pastures. And I think that there's so many incredibly, wonderfully talented people in this room. And I don't have any advice because I'm really scared and I feel really small. But my only advice would be like, just be a cowboy. So. Évidemment, après, quand on écoute Cowboy Like Me, on se dit que finalement, c'était un parallèle évident, en se disant qu'elle aussi, c'est un cowboy, en tout cas dans cette distinction binaire entre les fermiers et les cowboys, et que c'était probablement une manière de lui faire passer un message, de lui dire mais je suis comme toi, et en fait, peut-être qu'on s'interdit des choses parce qu'on se trouve trop différents, mais qu'en fait on l'est pas tant que ça. Sachant qu'on retrouve après dans la chanson les fameux Eyes Full of Stars, donc ça t'en a parlé, peut-être même d'ailleurs qu'en fait tout notre épisode sur les étoiles et l'astrologie, il faudrait le revoir à la lumière de tout ça, parce qu'ensuite on a aussi ce parallèle avec Maroon. Alors on parle beaucoup de chansons de Midnight depuis tout à l'heure, alors qu'on n'y est pas arrivé chronologiquement, mais en fait on peut pas vraiment faire autrement, puisque dans Cowboy Like Me, elle dit Now I'm waiting by the phone like I'm sitting at an airport bar, et on a ensuite dans Maroon The Rust That Grew Between Telephones. Donc pareil, en fait on se rend compte que tous les albums sont liés et que tous les albums mènent les uns aux autres. Ouais, c'est intéressant. Aussi, ce qui est triste, c'est de voir que dans Cowboy Like Me, on a Boots Underneath My Bed et qui ont complètement évolué après en Did You Sleep with a Gun Underneath My Bed, dans The Smallest Man Who Ever Lived. On voit qu'en fait, toutes ces chansons, elles sont reliées. Et enfin, pour vous achever, quand elle dit Forever is the sweetest con, ça finit dans LOML par A con man sells a fool, get love's quick. Des chansons qui se répondent, et quand elle dit I'm never gonna love again, toujours dans Cowboy Like Me, c'est une phrase que The 1975 utilise aussi dans un album qui est sorti juste après Evermore, et une chanson qui s'appelle Happiness. Voilà. Et on peut ensuite aussi parler peut-être des 2 chansons bonus de l'album Evermore, qui sont Right Where You Left Me et It's Time to Go. Donc dans Right Where You Left Me, on a Taylor qui est incapable de bouger, qui est bloquée au restaurant après une rupture. Tout le monde a grandi, tout le monde a évolué, et elle est encore bloquée. Donc finalement, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, la vie a beau avancer, elle est bloquée dans ce truc-là de qu'est-ce qui se serait passé si, et si, et si. Et puis dans It's Time to Go, c'est un peu en fait le shift entre les deux, c'est un peu le feu vert qu'elle se donne pour s'autoriser à peut-être aller vivre autre chose et du coup à terminer sa relation avec Joe. Elle parle d'une relation qui a perdu de sa brillance et que en fait l'un des deux du coup doit faire l'effort de partir, où elle dit notamment When the dinner gets cold and the chatter gets old, you ask for the tab. Le dîner devient froid et que la conversation n'est plus très intéressante, tu demandes l'addition, qui est évidemment une métaphore, mais qui peut du coup nous dire que c'est ce moment où elle s'autorise à aller vivre autre chose, quoi. Je pense que Folklore et Evermore, ils ont vraiment joué des rôles importants pour aider Taylor dans le processus de se rendre compte qu'en fait l'amour qu'elle éprouvait pour Matty était trop présent, et que du coup aussi sa relation avec Joe ne lui convenait plus. Et cela nous emmène très facilement à Midnight, qui est un de mes albums préférés. Ouais, et alors évidemment, on n'est pas du tout en train de dire, quand même, faisons un petit disclaimer à ce moment-là, on n'est pas du tout en train de dire que Taylor n'aimait pas Joe, qu'elle l'a trompé ou que sais-je. En tout cas, on dit qu'elle était une poétesse torturée, finalement. Et que tout ça se retrouve dans ses chansons, mais je pense qu'il faut pas non plus trop lui jeter la pierre, parce qu'en fait ce qui se retrouve dans ses chansons, c'est ce qui se retrouverait nous dans notre journal intime, sauf que nous c'est pas écouté par des millions de personnes, pas encore en tout cas. Mais voilà, mais ça veut pas dire qu'il faut aller lui trouver des torts ou dire qu'elle a fait des choses mauvaises, et peut-être d'ailleurs qu'elle en a fait, et c'est comme ça, c'est sa vie. Voilà, nous, ce qu'on essaie de dire, c'est juste ne pas regarder finalement les albums comme des entités uniques et sans rien qui gravite autour, mais vraiment les regarder comme une espèce de continuité d'un cheminement qu'elle fait dans sa tête, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi.
Et évidemment que Taylor, elle a forcément peut-être eu des moments moins faciles dans sa vie avec des relations amoureuses, mais comme nous tous en fait, enfin, concrètement. Et c'est aussi pour ça qu'on s'identifie à ses chansons, c'est parce qu'en fait, elle arrive à nous faire ressentir des choses. Alors maintenant qu'on creuse, on comprend mieux, mais on n'avait pas besoin de creuser pour s'identifier aux chansons avant, en fait. Ça suffisait déjà. Et d'ailleurs, je pense que quelqu'un qui n'écouterait jamais cet épisode peut aussi tout à fait apprécier la musique de Taylor. C'est en rien nécessaire pour l'apprécier, juste nous on s'amuse à l'analyser et on est content si ça vous plaît, mais ça veut pas dire qu'il faut connaître le moindre détail de sa vie privée pour apprécier la musique, quoi. Du coup, une fois qu'on a dit tout ça, eh bien on passe à Midnights. Alors on en a déjà pas mal parlé avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, puisqu'il y avait aussi des liens avec des chansons sur Midnights, notamment Maroon. En vrai, je pense que Maroon, faudrait y consacrer un épisode entier, mais on va vous donner un petit avant-goût, histoire de vous donner envie. Quand elle dit notamment « When the silence came, we were shaking blind and hazy. How the hell did we lose sight of us again ?» On fait le parallèle avec Chloe or Sam or Sophia or Marcus, où elle dit So if I sell my apartment and you have some kids with some internet starlet, will that make your memory fade from this scarlet maroon like it never happened ?» Ce qui nous fait nous demander combien de fois est-ce qu'ils ont été ensemble, combien de fois est-ce qu'elle a eu le cœur brisé par cet amour qu'elle pensait invisible et fait pour elle. Et puis, encore une fois, on a cette référence à la Internet Starlet qui fait référence à l'album des 1975 dont tu as parlé tout à l'heure sur les online relationships. Après, il y a Snow on the Beach, qui est un petit peu un ovni, cette chanson. On avait un peu du mal à comprendre si c'était la relation avec Joe qui était abordée, mais maintenant, on comprend qu'en fait, on peut comprendre que cette chanson, elle fait le portrait de quelqu'un qui brille, qui illumine sa vie. L'élément intéressant, c'est qu'en fait, une étoile, pour briller, il faut vraiment qu'elle fasse noir. Vous voyez, les étoiles, elles brillent pas hors de la nuit. Ce qui suggère qu'en fait, Taylor, elle était dans une relation qui peut-être s'éteignait, et du coup, le fait qu'il a laissé dans le noir, et le fait de voir cette personne arriver a refait vivre des sentiments en elle. Donc sur cette chanson, on a tout un champ lexical autour des étoiles, des planètes, des orbites différentes, donc qui vont pas dans les mêmes directions. C'est quelque chose qu'on a déjà évoqué. C'est une image très intéressante quand on sait que toutes ces années, elle l'a attendu. Et puis la neige à la mer, c'est pas quelque chose d'impossible, mais c'est quelque chose de très rare et qui ne dure jamais très longtemps. Après, on a une chanson dont tu as déjà parlé plusieurs fois depuis tout à l'heure, c'est Question, qui a toujours été un peu un mystère pour les fans. On n'arrivait pas trop à mettre le doigt sur pourquoi cette chanson était aussi étrange. Les paroles, la prod, la façon dont elle chante, avec cette espèce de parler phrasé qui est pas très habituel. Et jusqu'à ce qu'elle la chante à Boston sous une pluie battante en disant que maintenant, dans sa vie, tout commençait à avoir du sens et où elle a chanté cette chanson, ça pouvait pas être plus évident qu'à partir de ce moment-là, parce que c'est, encore une fois, une chanson qui est probablement inspirée de Matty. Mais en fait, à l'époque, on savait même pas que cette histoire existait, puisque, encore une fois, il y a plein de gens qui ne connaissaient même pas l'existence de Matty avant, avant Titi Pidi. Et en fait, après, rétrospectivement, quand on entend la phrase « Good girl, sad boy, big city, wrong choices », là, c'est bon, on a compris, ça y est. Une fois qu'on a la grille de lecture, ça va beaucoup plus vite. Et cette chanson, elle fait un peu comme dans The One, si tu avais choisi autre chose, est-ce que les choses auraient été différentes? C'est un peu celle qui boucle la boucle. Moi, je trouve que cette chanson, elle fait un peu comme une conversation de fin de soirée quand on a un peu trop bu. C'est la conversation. Alors, je sais pas si c'est la production qui me fait cet effet-là, mais c'est l'alcool qui permet, comme si elle lui posait des questions. Tu trouves pas que les autres, ils sont vraiment nuls après ce qu'on a pu vivre tous les deux? Et puis après, elle répond I'm sure it's suitable. Donc, je suis sûre que ça va très bien. Comme si elle continuait d'espérer qu'un jour, ils allaient se retrouver, quoi. Ouais, Et on retrouve cette idée de la relation passée qu'elle a gardée en tête pendant toutes ces années. On retrouve cette relation qui l'a marquée. We had something going on. I swear it because I don't remember who I was before. You painted all my nights a color I've searched for since. Donc, j'arrive pas à me souvenir de qui j'étais avant toi, que tu mettes des couleurs dans ma vie, quoi. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui l'a énormément marqué. Ouais, et d'ailleurs, on peut reparler du coup des couleurs de Illicit Affairs. Tu vois, You showed me colors, you know I can't see with anyone else. Alors, je sais que beaucoup ont spéculé que c'était une chanson qui avait pu être inspirée par Harry Styles parce que on entend au début I Remember dans Out of the Woods, mais je me demande si elle ne nous ferait pas encore une fois un red herring. Fausse piste, quoi. Fausse piste, ouais. Parce que, en fait, pour moi, cette chanson, comme elle est sortie juste après l'album des 1975, la chanson About You, il dit Do you think I have forgotten about you? Est-ce que tu crois que je t'ai oublié? Et elle lui répond I remember. Donc je ne t'ai pas oublié. C'est hyper triste en vrai. Ouais, c'est hyper triste.
Il y a aussi Bejeweled où, mine de rien, même si c'est un hymne assez féministe, il y a aussi, quelques easter eggs qui pourraient nous faire croire que ça concerne Matty parce que, elle nous parle d'une relation où elle est un peu prise pour acquise, où elle a pas vraiment le droit d'être elle-même et où, elle est avec quelqu'un qui l'estime pas à sa juste valeur et du coup, ça fait écho à toutes les fois où elle a parlé du fait d'être enfermée, on revient à Ready for It avec le He Could Be My Jailer, mais on revoit, je sais pas moi, la cage de Look What You Made Me Do, on revoit, Fresh Out the Slammer où elle sort de la prison et où on se rend compte que la prison c'était sa relation avec Joe. La phrase où elle dit This cage was once just fine. Bon bah tout ça pour moi c'est un peu la boucle qui se boucle. Dans la chanson, elle dit quelqu'un qui est un peu drogué et qui lui dit que son aura, c'est comme une pierre de lune. Et je peux pas m'empêcher de me demander si c'est ça la blague ésotérique dans The Black Dog qui lui pose la question. Ah, ok, Mm. ouais peut-être. Sachez que la pierre de lune est associée avec les émotions et l'intuition, ce qui ressemble plutôt bien à l'écriture de Taylor Swift. Ouais, et puis il y a cette fameuse phrase And when I meet the band, they ask Do you have a man? I can still say I don't remember. Qui est du coup When I meet the band, bah, ok, mais quelle band? Quel groupe? Bah, The 1975, pardi. Oui, parce qu'en fait, on pense qu'ils ont dû se refréquenter à l'époque de l'enregistrement de Midnight, où Taylor travaillait avec Jack sur Midnight, et que Jack venait de terminer la production du dernier album de 1975. Et on sait que Matty et Taylor ont collaboré ensemble sur une version d'une chanson de Midnight qui n'a jamais vu le jour en suivant. Sachant que cette phrase, pour moi, elle est vraiment hyper ambiguë depuis le début, et je pense que c'est volontaire, parce que je me suis toujours demandé si c'était I can still say I don't remember, donc je peux toujours dire que je m'en rappelle pas, ou I can still say I don't remember. Tu vois, genre, je peux toujours dire que je n'ai pas de mec, tu te souviens? Et en fait, du coup, en français, la traduction fait que ce serait évident, mais en anglais, il y a ce manque de virgule qui fait que, ne serait-ce qu'avec une virgule, la phrase change de sens, et c'est probablement volontaire de sa part. Ensuite, on retrouve dans Labyrinthe une chanson qui est assez difficile à écouter, même si elle passe souvent un petit peu inaperçue. Elle décrit une histoire d'amour qui est sur le point d'arriver, comme si elle était dans l'anticipation. On sait qu'elle est au bord du précipice et en fait, elle est en train de rationaliser tout ça. Où elle dit Oh oh, I'm falling in love. Donc là, elle se pose la question Oh no, I'm falling in love again, comme si elle refusait. Et puis elle fait Oh, I'm falling in love. Genre, ok, j'accepte, je vois bien ce qui se passe. Comme si elle hésitait un peu, comme si elle était surprise de la vitesse à laquelle elle tombe amoureuse de cette personne. Et quand on sait que la relation après a duré très peu de temps, bah en fait, on se rend compte un peu que tout ça, ça a du sens. Et puis, bah, du coup, je viens de faire ma petite recherche. Labyrinth, c'est quoi? C'est la track 10. Et puis, moi, cette chanson, après, je l'ai mise en relation avec Guilty as Sin, puisqu'elle fait référence au labyrinthe. Et donc, dans Guilty as Sin, elle parle de falling back into the hedge maze. Donc, maze qui veut aussi dire labyrinthe en anglais. Ouais, c'est incroyable. Quand on relit aussi sur Glitch, où elle commence la chanson en disant We were supposed to be just friends, on devait juste être amis. Bon, bah, clairement, on a l'impression qu'elle s'est fait surprendre elle aussi par ses sentiments parce qu'elle n'avait pas prévu ça dans ses plans, mais qu'il s'est passé quelque chose qui a tout fait basculer et elle s'est retrouvée la tête la première dans une tempête d'émotions et d'amour qu'elle n'arrivait pas à maîtriser. Et d'ailleurs, elle dit Je me couds à toi avec une suture, ce qui est hyper fort comme image. Hein. Elle s'est physiquement cousue à lui, comme si c'était un peu une plaie ouverte qu'elle avait refermée grâce à lui. Dans la chanson aussi, elle dit On someone else's playground, qui laisserait penser que peut-être la relation avec cette nouvelle muse, elle a commencé lorsque l'autre n'était pas complètement terminé. En tout cas, physiquement, on n'en sait rien, mais en tout cas, émotionnellement, on a déjà fait le chemin. On a vu que c'était une hypothèse hyper plausible. Et on en arrive à cette phrase des 2000. Et donc, ça fait 6 ans. Et si on fait une pause de 6 ans, 2022 moins 6 ans, bah, on tombe bien à 2016. Donc, quelque part entre Calvin Harris et Joe Alwyn. La durée de la relation avec Joe, hein, donc encore une fois, plusieurs interprétations sont possibles. Je remets ça sur le tapis à chaque fois pour pas qu'on se fasse taper. Et puis, comme elle le dit, en fait, peut-être qu'à cet été-là, elle a commencé 2 relations et elle savait pas trop. Et puis, elle dit dans LOML, I thought I was better safe than starry-eyed. Donc, en fait, je pensais que j'étais mieux dans quelque chose de sain, safe. De sécurisant, quoi.
plutôt que avec cette personne-là, donc The Starry Eye Lover qu'on a déjà évoqué. Et c'est peut-être pour ça que du coup, elle a fait le choix d'aller dans cette autre relation en septembre 2016. Et enfin, dans Glitch, je veux juste vous faire cette dernière remarque. Elle dit « That's romance, let's dance ». Et ça, pour moi, c'est un écho direct à Cowboy Like Me, où elle dit you ask me to dance, but I said dancing is a dangerous game ». Bon, bah maintenant, ça y est, elle est prête. Allons-y, dansons et tombons follement amoureux. Voilà, on espère que vous allez digérer tout ça. On s'est rendu compte que Titi PD, c'est vraiment pas l'album le plus simple de Taylor Swift. C'est probablement pas l'album par lequel il faut rentrer parce qu'il est très complexe, parce qu'il est très riche. Et donc, on s'est dit que peut-être une façon de l'appréhender et de le rendre moins effrayant, c'était de le lier avec les albums précédents. Ce qu'on a voulu faire avec cette analyse, c'est, après s'être rendu compte que l'écriture de Taylor, elle était très influencée par cette histoire d'amour, c'est du coup aller en chercher les racines. Et comme on l'a dit, il y en a encore probablement plein qu'on n'a pas trouvé parce qu'en fait on s'est dit à un moment donné qu'il fallait qu'on arrête de chercher parce qu'il y en avait déjà trop. Probablement cet épisode va être très très long, donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. Et plus on écoute des chansons de 1975, plus on bug sur ces chansons, plus on trouve que c'est aussi hyper poétique que pendant des années ils se soient parlé à travers leurs chansons. C'était un peu un jeu secret entre eux et que ça, mine de rien, c'est assez beau. Dans la chanson qui s'appelle The Tortured Poets Department, elle le dit « Who else gonna decode you like me ?» Comme s'il y avait que elle qui était capable de comprendre ça, quoi. Ouais, complètement. Alors après, il y a plein de chansons qu'on peut analyser de Titi PD à la lumière de tout ça. Nous, lesquelles vous intéresseraient le plus. Encore une fois, c'est pas nécessaire pour comprendre les chansons de Taylor de manière générale, mais effectivement, pour comprendre cet album, c'est quand même assez important. C'est pour ça qu'on a un peu dérogé aujourd'hui à notre règle en parlant beaucoup de la vie privée de Taylor Swift. Promis, ce sera pas une habitude, mais voilà, c'était un peu ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui, qui est quand même le fruit de pas mal de semaines de recherche de notre part. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, on sera très contente d'échanger avec vous et de recevoir votre déni et vos protestations, vraiment, venez nous en parler, on se soutient. Honorine, qu'est-ce que tu écoutes en boucle en ce moment? Oui, parlons de choses plus légères. Écoute, en ce moment, c'est pas une chanson que j'écoute en boucle, c'est tout un album. C'est l'album Country de Post Malone. Il me met trop la pêche. Je trouve qu'avec ces journées printanières qu'on a en ce moment, ça va trop dans la vibe. Il y a plusieurs chansons sur l'album que j'aime beaucoup, mais l'album de manière générale est très très cool. Et donc, j'arrête pas de l'écouter. Et toi? Je suis tombée dans le chien trou là de Titi PD. J'ai beaucoup écouté The 1975 et c'est bien ma came de musique. Je suis tombée récemment je regardais les paroles d'une de leurs chansons qui s'appelle Somebody Else, qui est une piste 10. Et il y a un mot dans cette chanson qui m'a fait... J'adore cette chanson, hein. Mais il y a un mot dans cette chanson qui a encore une fois qui m'a retourné le cerveau. Et si vous connaissez cette chanson et que vous l'avez écoutée, eh ben, venez me le dire en commentaire parce que je suis sûre que vous aussi, vous avez compris de quelle chanson je parle. Voilà. Bonne journée à tout le monde. Merci d'être venu. Encore désolée si la qualité n'était pas excellente aujourd'hui, mais promis, ce sera mieux pour la prochaine fois. On vous embrasse très fort. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'était encore une belle journée pour parler de Taylor Swift dans notre podcast 13. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Instagram @13.podcast. Vous pouvez également nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes, des chansons analysées ou d'autres théories. Et d'ici là, à bientôt les Swifties. My lucky number is 13.